And I would like to start with the political risk. I mean, after the war, we have in Europe built up the national states again, and of course we criticize everything. Of course we have criticized everything, but we have to see also that there is the national states, they represent some functioning structure, and one of the main structure is that the parliament decides about a certain budget, and also that the politicians, they are responsible for that, and then they are afraid for the next elections, like Merkel. She was afraid to lose power, so she, in the energy sector, after Fukushima, she made a very drastic change. And the other thing is that the budget is in the responsibility of the parliament. Now we come to the European level, and we have two things. First of all, that the structures that have been created are not of the same quality as the structures in the national states. And then also we have actually a chaos and a breakdown. So what for me the consequences for the citizens is that they have less protection. Because the protection through the national state has been gone up to the European level, but the European level doesn't have this protection. So this is one point I want to bring out. So I give it again to the others. Allô. Donc, après la guerre en Europe, on a assisté à l'émergence de l'État national qui a été beaucoup critiqué. On a critiqué beaucoup de choses, mais il faut aussi prendre en compte la structure de fonctionnement de l'État national. C'est le Parlement qui décide des budgets et les politiques en sont responsables. Par exemple, et après ensuite ils sont effrayés de prendre des décisions. Par exemple, Angela Merkel, après la catastrophe de Fukushima, a décidé de changer les choses. Donc on parle du chaos et de l'effondrement aujourd'hui. La conséquence principale, c'est que c'est pour la perte de protection pour les citoyens. Cette fonction a été amenée à un niveau européen et qui n'est pas, l'Europe n'est pas en mesure de s'en charger. Rapidement, je vais d'abord me présenter. Bruno Paul, donc je suis fondateur de conscience-sociale.org et démocratieagile.net. Je suis expert en géopolitique et géoéconomie. Je suis également citoyen activiste. Les risques, le panel s'appelle Risques pour l'Europe, les États membres et les citoyens. Je m'intéresse d'abord aux citoyens. Je vois l'évolution en Europe comme étant, encore une fois... Bruno, pardon, la traduction. Oui, bonjour, je me présente, Bruno Paul, donc je suis fondateur de conscience-sociale.org et je suis également un citoyen activiste. Donc je vais tout d'abord m'intéresser aux risques pour les citoyens. Donc en Europe, on peut observer une évolution. Je suis désolée. So I'm going to introduce myself. My name is Bruno Paul. I was the founder of conscience-sociale.org and I'm also an activist citizen. So first of all, I'm going to talk about the risk for the citizens. L'évolution en Europe suit tout d'abord, encore une fois, l'évolution qu'il y a aux États-Unis, et donc je parle ici d'évolution politique. Donc si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis depuis un siècle environ, vous avez un effondrement de la classe moyenne. Vous avez donc des extrêmes qui viennent se creuser, et ces extrêmes qui nourrissent et qui se nourrissent de mouvements politiques d'extrême droite. Donc c'est exactement le même danger qui peuvent se passer en Europe. Alors il y a beaucoup de freins parce que la conscience politique est beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis, donc on n'évolue pas du tout au même rythme, mais les risques sont exactement les mêmes.
Au niveau des États membres, ce type de tendance, si elle n'est pas freinée ou inversée, entraînerait une diminution des États membres, une explosion des États membres, comme on le voit en Belgique ces dernières années. On voit du séparatisme un peu partout, en Catalogne, etc., qui s'exprime. Et ce sont des tendances qui sont poussées géopolitiquement par notamment l'axe anglo-américain qui vise, parce qu'un État membre faible, affaibli, divisé, eh bien c'est toujours plus facile à contrôler. Donc au niveau de l'Europe, évidemment, ces tendances de destruction, d'élitement, donc de dislocation, c'est le terme qu'on emploie, dislocation géopolitique, seraient également renforcées, et les tendances d'aujourd'hui de l'Angleterre de vouloir sortir de l'Europe, évidemment, feraient tache d'huile. Donc derrière ces pages. So we can see an evolution in Europe, which is taking the same path as the one in the US, so especially politically spoken. So in the USA, for about 100 years, we can see a breakdown. So a breakdown of the middle class. There is a gap between the rich and the poor, which is getting bigger, and we can also see the emergence of extreme right and political movements, of far-right political movements, and this could also happen in Europe. This is not as strong in Europe as in the USA because Europeans have a strong political conscience. It's not the same rhythm, but it's the same risk. In Europe, we can see that member states have a tendency to. There is a tendency from some states to explode. For example, this happened in Belgium, and we can also see independentist movements in Catalonia. So this movement has been pushed forward by the UK and the USA, geopolitically spoken. A state that is weak is easier to control. Du coup, c'est assez difficile de suivre l'évolution. C'est ça qu'on n'appelait pas toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, au niveau de l'Europe, ces dislocations associées à des montées de mouvements d'extrême droite seraient un retour à l'Europe d'avant 1914, dans le même schéma, et donc on serait prêt à revenir aux catastrophes qu'on a connues le siècle dernier. Ce qu'il faut comprendre, et après je passe la main à la traductrice, c'est que en plus de cette tendance très forte que je dessine, il y en a une deuxième qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cette tendance-là n'est pas centrée sur l'Europe. Exactement les mêmes tendances qu'il y a dans le monde anglo-américain, qui sont à des échelles renforcées, font que l'effondrement de l'un peut entraîner l'effondrement de l'autre, et que en Europe, nous vivons en ce moment un moment unique, plus que historique. Plus que historique. Comparable, si vous voulez. La seule comparaison qu'on puisse faire sur le plan historique, c'est l'anéantissement de l'Empire romain en 476. C'est ce type-là, c'est un nouveau Moyen-Âge qui s'ouvrirait. Ça demanderait des siècles pour reconstruire une civilisation européenne avec une conscience politique qui permettrait cela. C'est ce type de levier qu'on a. C'est bien sûr, tout n'est pas dans l'enjeu du bulletin que vous glisserez dans l'urne dans quelques mois, évidemment.
mais ce type de tendance à l'œuvre, c'est exactement cela. Donc aujourd'hui, du fait que nos élites politiques traditionnelles sont tout à fait incapables à la fois de voir ces enjeux, mais aussi d'y répondre, n'ont pas les armes, n'ont pas les outils intellectuels pour le faire, le seul chemin de sortie qui puisse exister, c'est par la société civile. La société civile, c'est, dans toutes les sociétés, le dernier élément qui est capable d'innover politiquement, d'apprendre et de construire un nouveau chemin qui permet de déboucher sur un futur qui est plus construit. So, if this was to happen to Europe, this would be like so the dislocation of Europe and the rising of far-right movements would be like going back to 1914, so before 1914. This would be like doing the same mistakes again. There is also a second tendency, which is not centered on Europe. There is the same happens in the US and in the UK. If one falls, the other one falls as well. So we are now living an historical moment in Europe. I could make a parallel with the breakdown of the Roman Empire in 1476. This would be like a new Middle Age, and it would take centuries to construct Europe again, a civil Europe again. So the elections that are coming is not the unique solutions. It's not going to change everything, but still we really have to take into account the civil society, which is the only one that can politically innovate, learn and construct the future of Europe. Tout d'abord, merci encore, c'est pas la peine que je me représente une autre fois. Et vous pouvez qu'imaginer la souffrance intime que je trouve à avoir des dames, et en plus qui travaillent pour nous derrière moi. Je sais que c'est un cliché italien, mais en tant que cliché, je vous assure. Donc, désolé officiellement. Mais merci beaucoup pour votre interprétation. Donc, on peut faire un claque, s'il vous plaît. Alors, merci aussi à l'Europe. Ça fait 60 ans qu'il n'y a pas de guerre, au moins en guerre avec les armes vraies, on appelle les guerres financières, et différentes guerres économiques, trucs comme ça, mais au moins on n'est pas encore parti avec l'armée. Mais Bruno Paul, il a dit un truc que moi j'ai bien aimé, qu'il y a distance entre politiciens et citoyens. Au moins, ça j'ai interprété en fait la chose. Et c'est ça en fait, il parlait aussi d'élites incapables à faire des choses, à capter. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, les élites qui nous en ont en face, ils sont très capables, très forts. Ils savent très bien utiliser les outils, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font, sauf qu'ils ont des autres intérêts. Après, on a des idiots, c'est vrai. Mais Mario Monti, professeur emeritus d'économie, recteur de l'université, commissaire européenne, et blablabla, blablabla, blablabla. Bon, il connaît bien les outils, et soit il est un idiot, soit il est un malfoy. Donc, vu que l'Académie italienne au moins elle est bonne, je vais pas dire qu'il est un malfoy, mais par contre, je vais dire qu'il est très fort à utiliser les outils économistes. Ça dépend de qu'est-ce qu'il veut faire. Les outils de hier, non? Pas les outils de demain, peut-être. Voilà. Je n'ai pas des outils économiques. De hier, c'est bon. Oui, de hier.
Non, mais il n'y a pas outil lié. Alors, non, ça, j'ai compris les trucs. Quand on parle d'outils liés d'éléments, en fait, on parle toujours des mêmes outils. Mais c'est l'utilisation qui est différente, et donc ça ressemble à des nouveaux outils. Mais I'm an economist. Mais je laisse la parole aux autres. So I would also say thank you to Europe, because it has been 60 years that we haven't had a war. I would say with weapons. We had financial and economic wars, but not with weapons. So I do not quite agree with what Bruno said about the elites. I think that they are capable, they can use the tools, but maybe they don't want to, they have other interests. For example, Mario Monti, the President Mario Monti, he has the tools, he might know how to use them, but he don't, so he's either a fool or just he's not willing to use them. I think he could do anything, but it depends on what he really wants to do. Juste pour faire un exemple, la crise, ça fait Minsky dans les années 60, il a écrit qu'il y a des cycles, ça s'appelle les cycles de Minsky, où on ferme, on ouvre la législation et donc on provoque des crises, soit parce qu'on a des crises de liquidité, soit parce qu'on a des crises financières, comme la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et les économistes, ils connaissent ça. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une crise, c'est dans 30 ans, il ne faut pas s'étonner qu'il y aura une autre crise de liquidité. On les connaît déjà. Il faut prendre des précautions d'aujourd'hui par contre, c'est ça la grande différence. Et un autre, après je termine, les problèmes des lobbies. Alors là, moi j'ai un point de vue qui peut-être c'est un peu naïf, mais ça pouille un peu sur le temps de littérature économique, mais bon, on le prend naïvement. En fait, moi je connais une seule chose, moi je suis une personne, Caroline elle est une personne aussi, Bruno Paul, Anne, les interprètes aussi, nous tous on est des personnes. Mais Kraft, Bayer, Microsoft, ou Shell, Enron, etc., ils n'ont pas de personnes. Mais c'est eux qui font le lobbying dedans les institutions, donc c'est eux qui prennent des décisions. En gros, ils payent. Aux États-Unis, c'est encore pire. Il y a la Cour américaine qui a dit que eux, ils peuvent en fait être considérés comme des personnes et donc financer des élus. Sauf qu'une entreprise, elle a un niveau d'argent, elle joue sur des niveaux d'argent totalement différents sur notre niveau d'argent. Donc nous, on peut donner 1 000 euros, même 100 000 euros à un député, mais Enron, Microsoft, Shell, ils peuvent donner tons de billions aux élus. Et bien après, ça sera les députés de qui? Ben, ça sera les députés d'un lobby, donc on a des lobbies versus des autres lobbies. Alors il faut arrêter cette connerie. Les entreprises, ils n'ont pas de personnes. Et les gens qui travaillent dans l'entreprise, oui, ils peuvent avoir des intérêts différents. On aura quelqu'un qui travaille pour Microsoft qui partage l'idée de Caroline et donc il veut lui donner le soutien. Des gens qui partagent l'idée, même de Le Pen. Voilà, on partage l'idée de Le Pen. Ça va. Mais pas les entreprises. Les entreprises, ils ne sont pas des personnes. En fait, nous, en tant que mouvement 5 étoiles, notre député, ils veulent faire une loi en Italie en disant les lobbyistes, pendant qu'il y a des commissions, ils doivent sortir. Et par contre, nous, on doit être capable d'être, nous, la lobby des citoyens. Il faut faire sortir cette idée des lobbyistes entreprises qui, en fait, ils font les bons et les mauvais temps. Voilà. C'était choquant. So, in 1960, Minsky wrote about crisis. He said that we are the ones that make the crisis happen, either liquidity or financial crisis. I won't be surprised if within 30 years there will be another crisis. Now I would like to talk about the lobby problem.
For example, we are all people here, but the companies like Kraft, Microsoft or Shell, they are not people, and they do lobby within the institutions and they pay for it. So the thing that we might give like 5,000 euros to a deputy, but it's nothing compared to what the companies can give them, and it could be like billions of euros. We have to stop that because companies are not people. We have to be the lobby of the citizens. Ouais. Yes, let me introduce myself. My name is Caroline Lebres and I work for LEAP, so the Laboratoire Européen d'Anticipation Politique. And we work on, the fount of Jan Jankeri has anticipated the global systemic crisis already a long time ago, and we work on the developments of the new world order. So we are already trying to be ahead of what will happen. We take and act political developments, and thereon we base what we see happening. And I am personally the project manager of the Euro-BRICS project, which is helping the rapprochement of Europe and the BRICS country to work more together, because we see a very valuable role for Europe in the future geopolitical powers. Alors bonjour, je suis Caroline, excusez-moi, Lebers, sorry, and I work for the et je travaille pour le laboratoire européen des anticipations politiques. Alors, il y a quelques années, on avait déjà prévu qu'il allait y avoir une crise globale et on travaille sur le développement d'un ordre mondial. Donc, on avait déjà, on essaye en fait d'anticiper ce qui va se passer. On a déjà quelques pas d'avance. Je suis également chef de projet pour les pays du BRICS, par exemple. On essaie d'aider à un rapprochement entre l'Europe et les pays du BRICS qui ont un rôle très important à jouer. So, looking at this bigger picture, we believe Europe can have a very important role. I think the collaboration of European countries is not an item for today. We all agree this is very valuable. What I want to point out is the way we do this. So how do we get there? We have constructed something called the European Union, and as Mrs. Lepage stated also before, that there is little hope that reforms and better trust of the citizens in this institution to go towards collaboration, further collaboration of Europe is going to happen. So we will need a different way of different movement to create this, and we are going to the solutions later on. I hope today will bring us further. If you look at a solution like, for example, Euroland, but whatever the solution is, I think it's important to have a debate on where you want to go. And what I see happening a lot in national debates, I live in the Netherlands, and this is at least how I experience it there, is that people tend to not have confidence in the institution that exists now to facilitate European collaboration at a European and international level. And then they just say, okay, we have to stop this and go back to the 50s, when there was not this institution, instead of thinking there may be a different way of creating collaboration, of facilitating collaboration. So for example, Euroland can be this, it will be mentioned in the solutions later, but the risk I see now is that because there is not a clear identification of an alternative for European collaboration, that people tend to just want to say, or the question becomes, is it yes or no? And I don't think that should be the question. I think the question should be, how do we get the optimal collaboration within European countries, and do we have the right institution at the moment? It looks fairly clear that it's not the case, and then the question should be, what means do we want to build to make it happen?
And because this is not very clearly stated, I feel that the discussion is very much closed, narrowed down to a yes or no discussion, at least in the Netherlands, which completely destroys all the value that is obviously there. So I hope this risk can be, well, something can be done before it really becomes a yes or no. I'm sorry. Je crois que l'Europe a un rôle très important à jouer. Il faut vraiment privilégier la collaboration entre les États européens. Mais de quelle façon, mon point c'est vraiment de quelle façon, comment est-ce qu'on va y arriver. Donc comme Madame Lepage l'a dit, elle avait peu d'espoir dans les réformes et que les citoyens européens n'avaient non plus pas beaucoup de confiance dans leurs institutions. La solution, ça pourrait peut-être donc l'Euroland, quel que soit le débat. Les gens donc ont tendance à ne pas avoir confiance dans leurs institutions. Et il faudrait qu'il faudrait ne pas continuer comme cela, enfin arrêter d'avoir des institutions et retourner aux années 50 où il n'y avait pas d'institutions en place. Et qu'il faudrait trouver une autre manière de créer cette collaboration. Il faut sortir de ce débat en répondant aux questions où on ne peut répondre que par oui ou non. Il faut d'abord se demander comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser la collaboration entre les États et est-ce que nous possédons les bonnes institutions. Or, ce n'est pas le cas. La question qu'il faut se poser, c'est quels moyens allons-nous mettre à notre disposition pour construire, pour faire que cela se réalise. So, I think we go to the audience. So I think we go into the audience. I think it's enough from the panel now. So if you have some short statements or questions. Thank you. My name is Thomas Kusch. I'm Europeans from Frankfurt. I have a question. How is your idea about the responsive in the parliaments? You say we have a problem with lobbying. In fact, we have no problem with lobbying. We have a problem with politicians which don't take power. So, you know, power you only have when you take it. When you are in a parliament, you have the ability to change laws, and you have to have the ability to change the world when you want it. Please give me an idea why the European Parliament or the national parliaments are for now not able to take the power back. Alors, Oui, alors je viens de Francfort. Vous m'avez dit qu'il y a un problème avec les lobbies, je ne suis pas d'accord. Il y a un problème avec les politiciens qui ne prennent pas le pouvoir. Qui n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, vous l'avez quand vous le prenez. Et quand vous êtes au Parlement, vous pouvez changer les lois. Donc dites-moi pourquoi le Parlement européen ne reprend-il pas le pouvoir? Juste une petite réponse. Oui, les politiciens, potentiellement, ils ont le pouvoir. Mais par contre, ça dépend de comment ils usent le pouvoir. Ça dépend des intérêts de qui ils font. Alors, bien sûr, la Commission européenne, le Parlement italien, le Parlement français, le Parlement des États-Unis, mais même n'importe quelle dictature dans le monde, il a le pouvoir de changer les choses. Sur là, on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'on a un problème des lobbies et des politiciens. En fait, c'est pas
c'est pas soit l'un soit l'autre. Si le politicien qui est là, il n'est pas là pour faire mes intérêts, mais pour faire des intérêts d'un autre, à ce moment-là, moi j'aurai l'impression qu'il ne prend pas les pouvoirs pour faire mes intérêts. En fait, il prend les pouvoirs, il le prend, il fait les intérêts d'un autre. C'est ce qui ne fait pas mes intérêts. Donc oui, il a les pouvoirs, il l'utilise d'une façon mauvaise. Vous pouvez So, so my answer is that politicians have the power, but the question is how do they use it? For example, in the European Commission or the Italian, French or American Parliament or any other dictatorship, they have the power. They have the power to change things. That's not the point. The problem is the lobby and the politics. Because if a politician is being paid by a lobby and then he serves the interest of another one, then he's not working for my interest. So I don't feel like he has the power. Je voudrais répondre très synthétiquement à cette question. On tourne autour politicien-lobby. Il faut différencier deux choses très importantes. D'une part, qui écrit les lois, d'autre part, qui les vote. Un parlement, ça n'existe que parce qu'il y a une démocratie représentative, pas parce que c'est une démocratie. Il faut bien faire une différence là aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des lobbies auprès du Parlement? Parce que les lobbies s'intéressent à ceux qui écrivent les lois, beaucoup plus qu'à ceux qui les votent. Ce qu'il faudrait donc, c'est que les citoyens reprennent en charge l'écriture des lois. Et c'est possible en France. Vous avez dans la Constitution un article qui permet à n'importe quel citoyen d'écrire une loi et de la proposer au vote au Parlement. C'est exactement ce qu'il y a dans le manifeste que j'ai écrit, que vous pouvez aller voir en ligne, qui est traduit en italien, en français et en anglais, Démocratie agile, qui vise à avoir 12 principes très simples qui permet de vérifier le niveau de démocratie d'un système. Vous pouvez l'appliquer donc au mouvement 5 étoiles, qui s'inscrit exactement dans cette dynamique. Qui écrit les textes? N'importe qui, les citoyens. Qui les vote? Ah là, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser un vote à des millions de personnes ou à des milliers de personnes. Donc dans ce cas-là, on fait appel à des représentants. Mais ça, c'est... Sur cette question-là, je suis aussi technicien, expert en informatique, donc la qualité technique d'un système informatique à qui je délègue le vote est extrêmement risquée dès l'instant où l'enjeu du vote est extrêmement important. Vous le voyez bien aujourd'hui avec la NSA et tous les systèmes techniques qui sont les uns après les autres piratés, détournés. Il est inenvisageable aujourd'hui, mais aussi demain, de confier à un système technique une délégation de vote à distance. En tant que citoyen, je m'y refuse. C'est pour ça qu'on a fait pour 4 heures La traduction on n'avait pas d'ISP, on a fait aujourd'hui, c'est bon, vous avez 4 heures. Donc pour empêcher maintenant, mais oui, c'est... Est-ce qu'on peut le faire La traduction après Marianne. The most important thing is to to make a difference between who writes the laws and who votes them. So the problem is that a parliament exists when there is a representative democracy, not when there is a democracy. The lobby are interested in the people who write the laws. But what is more than the people who vote them? Any citizen can write a law. It's in the constitution. It's possible he can write a law and then propose it to the parliament. I wrote a book about it in this book you can see how to make sure how to evaluate the level of
democracy of a system, like the five-star movement one. It's easy to write a law, but it's really difficult to vote it with billions of people. That's why we choose representatives, delegates, to vote them for us. There is also a problem with the quality of informatical technical system. There is a lot at stakes, and we should really be careful with the piracy and everything, so I wouldn't let that happen. Moi j'avais juste une intervention à propos du pouvoir des politiciens. Je crois qu'il y a aussi une déconnexion spécifique au niveau européen, le fait qu'ils sont tous maintenant à Bruxelles et que du coup ils sont dans un vase clos, ils sont politiciens, députés européens, responsables politiques, bureaucrates, technocrates, commissaires, etc. Ils sont tous dans ce même milieu, dans ce même cercle, ils se fréquentent tous, ils se connaissent tous, ils sont tous persuadés d'avoir la science infuse et de tenir la vérité européenne. Et ils sont complètement déconnectés du peuple européen, des citoyens européens. Et donc, je pense que ça sera discuté plus tard dans le panel solutions, c'est de savoir comment rapprocher non pas le citoyen, mais rapprocher le député. Donc revenir vers le bas et pas faire simplement le bottom-up, mais également le top-down qui est très important. Parce que c'est pas parce qu'on est au top qu'on ne doit pas descendre. Voilà. So I would like to talk about the power of politicians. I think that there is a connection that is specific to the European level. So all our deputies, politicians, bureaucrats, they are all in Brussels and they are like isolated in this sphere, and they all know each other, and they are really disconnected from the citizens. I think we should make them coming back to the citizens, like doing a top down. So that they come closer to the citizens, not the contrary. I want to add the vision fact to your remark, because ideally you have politicians that take power, but that also have a vision, because I think that if they do take the power and they don't have a vision, as a citizen you don't perceive their power, because you don't really see where they are going and what they are using their power for. And we specifically in the Netherlands also had this discussion about the value of a vision within politics, and I believe that this is lacking, so people that really know where they are going to, and this is also one of the causes that there is not an alternative yet created for a different way of organizing European collaboration. So what do you think? We think we should stay in this panel, or we should go to the solutions panel? What is the majority? I think we will have a 15 minutes coffee break, and then we will start with the third panel. The third and fourth panels are the same one. We will put them together, and it's a panel where you will be able to present your organization, to present yourself, and to speak about what could be your solutions. Okay? Yes, one thing before going to the coffee. I think there's a risk that we did not mention, that we like to talk about it, which is the risk of the rise of the political extremisms, especially the far-right extremisms that possibly we'll see in the next elections. Just to point out, highlight these risks, and possibly we can talk about it later on about the solutions. Okay, thank you. Do you agree with the agenda? Is this okay? So you have yes. We have yes. So you have coffee.